Salut à tous, c'est Julien, bienvenue dans cette vidéo. On va parler des nouveautés de Lightroom 2024, donc Lightroom version 13 qui vient de sortir aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc juste après le début de l'Adobe Max, le 10 octobre 2023, et aussi Camera Raw 16, qui est donc une nouvelle version majeure, comme maintenant chaque année. On suit l'évolution du Creative Cloud ensemble depuis un moment, et maintenant le versionning se cale chaque année dans Camera Raw sur une nouvelle version majeure au moment de l'Adobe Max en général, même si évidemment tout le logiciel ne change pas. Donc comme vous le savez, Camera Raw est le moteur qui sert à Lightroom, c'est-à-dire que toutes les fonctions de Camera Raw en développement se retrouvent dans Lightroom. Donc là, ce que je vais vous montrer, je vais aussi vous le montrer vite fait dans Camera Raw, mais on va faire les démos dans Lightroom classique que j'ai ouvert. Et voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez bien qu'il n'y a pas grand-chose, en tout cas d'apparence. Et en vrai, il n'y a pas des tonnes de nouveautés, mais par contre, il y a deux grosses nouveautés, alors trois grosses nouveautés présentées comme telles si vous regardez la page et des nouvelles fonctionnalités sur le site officiel d'Adobe. Donc en gros, qu'est-ce qu'on a au menu? On a la possibilité de faire un flou, alors un flou de l'objectif en accès anticipé, donc c'est une technologie qui n'est pas encore en version finale, qui est censé donc c'est pas non plus dans la version bêta hein, de Lightroom. Là j'ai le Lightroom vraiment final, hein, donc version 13. Hein, regardez si on va dans Aide à propos de Lightroom classique, j'ai bien version 13 avec Camera Raw 16. Voilà, c'est pas une bêta ou quoi que ce soit, mais cette fonctionnalité au sein de la version stable de Lightroom, le nouveau, est présentée comme un accès anticipé. Vous le voyez ici, on a la liste des modules que vous connaissez, et donc vous verrez qu'on a maintenant entre transformation et effet un flou de l'objectif qui est un panneau qui n'existait pas avant. Ensuite, la deuxième nouveauté, c'est un panneau qui est juste au-dessus, le fameux mélangeur de couches qu'on connaissait, donc avec teinte, saturation et luminosité, luminance. On retrouve maintenant un deuxième onglet avec couleur du point, on va voir ça ensemble, c'est quand même plutôt pas mal. Et il y a un truc que je peux malheureusement pas vous montrer, mais c'est pas non plus un drame parce que je pense que vous n'êtes pas très nombreux forcément à travailler là-dessus. En gros, c'est la possibilité d'éditer, voire exporter en HDR. Donc, pour ce faire, il faut évidemment avoir un écran HDR, ce que je n'ai pas ici, ce que vous voyez. Alors, vous voyez pas parce que c'est une capture d'écran, bien sûr, c'est un screencasting, mais je suis en train de travailler avec un Apple Studio Display qui n'est pas compatible HDR. Euh, donc chez Apple, c'est le Pro Display XDR qui est compatible HDR, c'est l'écran du MacBook Pro 14 et 16 à partir du M1. Donc cette génération, en gros la dernière génération c'est la M2, la génération d'avant c'est la M1. Ce qu'il y avait avant, ce ne sera pas compatible. Donc en gros il vous faut ce type d'écran pour pouvoir activer la fonction. On ira y faire un petit tour, mais je vous le dis tout de suite, moi je pourrais juste vous montrer où c'est, mais pas vous le faire de démonstration. Et sur PC, bah, évidemment il faut avoir un écran HDR, si possible HDR 1000, donc du vrai HDR. Alors il y a plein de normes HDR, c'est un peu difficile de s'y retrouver. C'est un peu une niche aussi pour les gens qui ont besoin de travailler en HDR. D'ailleurs, même pour le cinéma et la télévision, c'est son type de média, même pour le jeu vidéo, qui n'est pas encore très répandu. Euh, donc forcément, ils sont pas encore très nombreux à produire. Et moi, le premier, quand je fais mes photos et mes vidéos, je les produis pas du tout pour du HDR. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse modérément, mais je vais quand même vous montrer où c'est. Et ensuite, il y a des petits trucs qui ont été ajoutés ici et là, des performances améliorées, des supports de nouveaux boîtiers. Il y a une autre petite nouveauté aussi qui vous permet de visualiser l'historique plus facilement. Bref, on va regarder ça. Mais vraiment, la principale nouveauté, c'est le flou. Faire un flou de l'objectif. Donc, je, je vais être honnête, moi je fais déjà des images où il y a quand même de courtes profondeurs de champ. Donc j'ai pas, je shoote rarement à f11 quoi. Mais on va voir que même sur des trucs qui sont quand même où tout est net, ça rajoute une couche de flou qui est vraiment très convaincante. Donc en gros, quand on descend ici, on va trouver le flou de l'objectif, donc accès anticipé au cas où vous l'auriez pas vu. On va cliquer sur appliquer. Donc ça fait une analyse, donc évidemment il y a de l'IA derrière. Vous savez que dans Lightroom depuis 2 ans maintenant, si mes souvenirs sont bons, parce que le temps passe et peut-être que je perds la mémoire, mais on a un Lightroom qui est capable de faire des masquages hyper convaincants tout seul en détectant le sujet. Évidemment cette technologie ici elle est mise à profit pour détecter le sujet et faire une évaluation. Alors, une évaluation de la profondeur. Ici, vraiment, il n'y a pas d'information de profondeur dans les métadonnées. Hein. C'est-à-dire que ce fichier que je vous amène ici, c'est un fichier qui a été pris à l'époque avec un Canon 6D. Donc, on n'est vraiment pas sur un truc avec un LiDAR, etc. Donc, il n'y a pas d'information de profondeur. Et pourtant, il est capable de me détecter, si je clique sur visualiser la profondeur, vous voyez, il est capable de me détecter une zone de netteté avec plus ou moins de bonheur. Ici, évidemment, ça aurait été bien que si on parle de profondeur de champ,
On retrouve ici au niveau du bras la même chose sur l'autre bras, donc je pense que c'est pas encore parfait, mais encore une fois, il faut remettre dans le contexte. Par exemple, les mains sont pas au niveau de la tête et pourtant elles sont colorées comme étant dans la même zone de netteté. Mais ça fait quand même un job assez fou pour une photo qui n'a pas d'informations. Là, il devine en fait avec une analyse d'IA quel est le sujet et donc où, a priori, dans ce qu'il voit, est située la profondeur. Euh, donc ici, on a une zone. D'abord, ce qu'on va faire, c'est mettre un niveau de flou. Donc vous voyez que c'est le fond essentiellement qui a été détecté comme flou. Ça va en gros du plus clair, le blanc, en passant par le jaune. Ensuite, ça switch vers le rose, le magenta, et ça va vers le violet et le noir pour vous indiquer la profondeur de champ. Et vous voyez que là-bas, je suis allé mettre un plus 100 et que c'est devenu flou. Et que j'ai cette zone ici qui est comme étant la zone sur le modèle. Et c'est quand même... c'est pas parfait là, hein, mais c'est quand même super convaincant, hein. C'est-à-dire que là, il manque évidemment par rapport à la jambe et tout. Et là, vous vous dites, bon, ben, ok, c'est pas parfait. C'est pas parfait, mais ils ont prévu le coup. Alors déjà, c'est l'accès anticipé, donc peut-être que ça va être amélioré. Mais là, ici, vous avez cône et flou. Et vous pouvez passer sur un pinceau, en fait, pour l'aider. Par exemple, ici, le ventre, il y est pas, le coudoir, il y est pas. Boum, je peins un petit coup. Et en fait, j'ai fait le point maintenant sur l'arrière du canapé, quoi. Je peux aussi me décaler un petit peu, faire le point et sélectionner vraiment que l'arrière-plan. Ou passer au contraire que sur le devant et avoir une très courte profondeur de champ. Franchement, pour un truc en accès anticipé et sans information de LiDAR, c'est quand même vraiment pas mal, quoi. Donc on peut mettre un niveau de flou évidemment plus ou moins fort. On a un effet de bokeh derrière avec différents types de flou, donc que vous pouvez aussi amplifier pour avoir un effet accru, pour avoir vraiment un effet bokeh. On va prendre une autre image, si vous voulez. On va prendre une image où on est sur quelque chose de plat. Donc là, tout est net. C'est un peu moins net là-bas au fond, mais globalement tout est net. Et si on fait un appliquer, là vous allez voir que ça commence à devenir cool. Alors il dit que pour l'accès anticipé, il recommande de faire ça sur une image où en gros le premier plan et l'arrière-plan ont une grosse différence de luminosité. En gros, il y en a un qui est clair, un qui est foncé, quoi. Parce que c'est censé aider. Là vous voyez que on va pouvoir balader la zone de netteté, et franchement c'est pas mal, quoi. C'est-à-dire que... Alors évidemment ici c'est tellement fin qu'on a une espèce de halo sur les mains, mais globalement, c'est quand même hyper convaincant. Alors évidemment, on va jamais faire ça, on va photographier le mur. Mais quand on veut ici faire une profondeur de champ assez courte, c'est-à-dire en gros, on va dire, tu vas partout jusqu'au vers le fond où tu vas vraiment rendre le truc flou, ou au contraire, tu fais à peu près à mi-chemin. Ben franchement, là, si j'avais pas vu l'image d'origine, je suis pas sûr que je pourrais le détecter, quoi. Alors je prétends pas être un expert des optiques et tout, mais en général, les profondeurs de champ, quand si on fait un flou gaussien avec un masque, là, c'est par exemple dans Photoshop, ça va évidemment être très moche. Les flous de l'objectif sont quand même très caractéristiques, quoi. Il y a vraiment un effet de diffusion, en particulier sur les contrastes, qui est quand même facile à détecter, quoi. Donc, en gros, c'est facile de voir quand ça a été mal fait que c'est faux. Et c'est du coup, par contre, quand c'est bien fait, difficile à détecter, quoi. Et là, vraiment, c'est hyper convaincant. Le coup d'avoir des bokeh derrière qui sont en plus différents, c'est vraiment très très bien vu. Donc c'est vraiment cool. C'est évident que si vous faites ça sur des images qui ont déjà du potentiel, notamment en termes de bokeh, donc si là par exemple je prends une photo de Londres avec un portrait où il y a déjà en fait une zone de netteté, par exemple si je prends cette image ici, donc vous voyez qu'on a déjà quelque chose qui est flou derrière, mais si vous voulez l'accentuer, on va cliquer sur appliquer, et ben vous allez voir que du coup c'est quand même beaucoup plus facile avec ce type de détection que d'aller le faire en trucage dans Photoshop. Donc ici on visualisait la profondeur, et vous voyez c'est quand même pas trop mal débrouillé, quoi, hein. Donc autour des cheveux c'est pas dingue, mais quand même on va arriver à balancer un flou, et là regardez, là ça devient cool, c'est que ça devient... vous allez me dire les cheveux qui sont pas pris dedans complètement, ça trahit. Regardez les bokeh là du coup on va pouvoir appliquer différents types. Là ça devient intéressant de faire des tests, quoi. Et du coup si jamais vous n'êtes pas content des contours des cheveux, on va prendre une petite gomme. Alors évidemment ici ça correspond au pinceau qu'on a déjà dans le masque, avec le masquage automatique d'ailleurs, hein, un truc qu'on connaît déjà, et on va pouvoir légèrement toucher les cheveux. Voilà, j'ai pas fait légèrement, j'ai carrément pris les petits cheveux, et venir fondre un petit peu plus le sujet, quoi. Donc c'est quand même, hein, si je fais un avant-après, arriver à un résultat qui améliore la profondeur de champ et avoir un résultat convaincant, c'est quand même pas facile. Là vous voyez que alors, en 3 clics, on a accentué le flou avec vraiment un effet de flou d'objectif, quoi. C'est convaincant, quoi.
Donc c'est franchement pas mal. Vous pouvez aussi accessoirement euh, commencer un nouvel affinage ici avec une quantité différente. Donc vous pouvez mettre différentes... alors soit peindre pour ajouter de la mise au point, soit au contraire ajouter du flou, soit le faire avec un résultat, avec un masque différent, quoi. C'est franchement pas mal. Quand j'ai vu le truc sur la... Alors accessoirement, juste avant de conclure quand même, vous n'êtes pas obligé de faire une détection par IA, vous pouvez faire euh, carrément indiquer la zone en fait où vous voulez faire votre flou ou votre point. Et vous voyez que ici du coup ça sélectionne en conséquence. On a l'impression d'avoir un appareil photo qui fait la mise au point, c'est quand même assez dingue. Donc vous n'êtes pas obligé voilà, de faire un truc par IA, on peut très bien du coup indiquer. Et du coup ça va basculer évidemment la plage qu'on a en bas, quoi. Euh, si vous voulez pas utiliser le truc automatique qui va ensuite faire ça, c'est-à-dire en gros déclencher un intervalle, quoi, c'est-à-dire régler la profondeur, quoi. Vous pouvez juste lui dire, ben tiens, prends ça, et du coup, il va choisir tout seul. Bon, voilà, c'est juste, ils ont quand même pensé à laisser le contrôle et de pas tout faire en mode automatique, c'est quand même plutôt bien. Donc nous, on va laisser le point là-dessus, et je vais vous montrer le deuxième outil, qui fait partie du train de nouveautés qu'on va avoir dans cette nouvelle version de Lightroom. Et c'est en fait quand on va aller dans développement, on va enlever le avant-après accessoirement, et on a donc un nouveau panneau pour ce qui concerne la retouche des couleurs. Donc le mélangeur, vous le connaissez, il est là depuis le début, il me semble, hein, dans Lightroom, peut-être la version 1, si mes souvenirs sont bons, le TSL. Donc en gros, on prend une teinte, on dit par exemple bah, les verts deviennent moins verts, les jaunes deviennent moins jaunes, et voilà, là par exemple en deux clics, j'ai changé la saison de ma photo par exemple. C'est un truc qu'on connaît depuis longtemps, on peut faire ça évidemment sur la saturation, donc dire par exemple à mes jaunes d'être plus saturés ou moins saturés si on veut être un peu plus discret quand même. C'est utile pour les ciels, par exemple ici le ciel on va les rendre plus bleus. Donc là vous voyez déjà en quelques clics, hein, bon vous connaissez Lightroom, on va avoir une ambiance radicalement différente sur notre photo. Mais qu'en est-il quand on veut faire des réglages fins en fait? Donc vous allez me dire, il y a le réglage cible. Effectivement, le réglage cible qui existe, alors, encore une fois, faire travailler la mémoire, mais ça doit être du Lightroom 5 ou 6, genre la dernière version qui est sortie en boîte avant l'abonnement, et ça doit être en 2015 ou 14, un truc du genre. Bref, on vise, et quand on clique et qu'on glisse, ça fait tout varier sur le panneau en cours. Donc ici du bleu, et ça fait aussi varier, par exemple, la glissière qui est un peu concernée. Par exemple, ici, il y a le violet qui est un peu concerné. Si je vais ici, il y a le jaune et le vert qui sont concernés dans la saturation. Mais ça le fait que sur le truc en cours, en l'occurrence ici saturation. Si j'étais dans teinte, ça le ferait sur teinte, et dans luminance, ça le ferait sur luminance. On a maintenant couleur du point. C'est pas tout à fait la même chose. Ça permet quoi? Ça permet d'aller sur une zone et de dire ce point-là, en fait, il a une teinte, il a une saturation, il a une luminosité, comme toutes les couleurs dans l'image, hein. Les couleurs sont exprimées en RVB, mais elles sont aussi exprimées en TSL. Plutôt dans Photoshop, du coup, quand on choisit les couleurs, le sélecteur de couleurs, c'est du TSL parce que c'est un mode qui ne permet pas d'exprimer les images en termes informatiques, c'est-à-dire une carte graphique, si on le TSL, elle ne sait pas ce que c'est. Par contre, le TSL, c'est pour les humains, c'est parce que c'est plus facile de choisir en fonction d'une teinte, d'une saturation et d'une luminance. Ça date des premiers travaux de Edward Munsell qui avait commencé à ériger cette théorie. Bon, peu importe pour l'aspect historique, mais en gros, c'est plus facile pour les humains de choisir une photo en TSL qu'en RVB, évidemment. Donc ici, j'ai la teinte qui a été visée, et donc maintenant, à partir de ça, je vais pouvoir la faire varier, et vous voyez que ça change les valeurs des pixels qui sont concernés, qui y ressemblent, en allant sur un sélecteur de couleurs, donc plus facile d'un point de vue humain pour aller d'un côté ou de l'autre, plus facile pour y aller en luminance, c'est-à-dire plus clair ou plus foncé. C'est en gros ce que vous avez dans Photoshop, ça. Et vous pouvez, donc en gros, de gauche à droite, c'est la teinte, de haut en bas, c'est la saturation, et ici, de haut en bas, c'est la luminosité, avec le point d'origine qui est marqué. Sachant que si vous faites option, si mes souvenirs sont bons, ça doit être option, avec la glissière, contrôle, alors attendez, ça doit être option, voilà. Sur Mac et Alt, eh ben, je vais avoir un mouvement qui est beaucoup plus précis par rapport à la souris. Si je clique pas sur Alt, je peux balader le truc hyper loin. Si j'appuie sur Alt et que je clique, vous voyez qu'on peut vraiment faire des valeurs fines et chercher ce qu'on veut. Par exemple, ici, si je me dis, tiens, c'est quelque part par là que je veux l'amener, et il me manque un petit chouïa quelque chose, j'appuie sur Alt, et là, maintenant, avec ma souris, je vais pouvoir aller chercher des valeurs beaucoup plus finement que si je le faisais directement ici. On va ensuite pouvoir décliner la gamme, c'est-à-dire vous allez pouvoir choisir, en fait, sur teinte, saturation et luminance, quelle est la partie sur laquelle vous voulez agir, c'est-à-dire en gros, on fait une espèce de masque, si vous préférez, et vous voyez qu'il vous affiche en haut
la partie qui est concernée, c'est-à-dire en gros sur combien de pixels qui ressemblent aux pixels sélectionnés, on va agir ici dans le TSL. Et là, pareil pour la saturation, c'est-à-dire en gros, est-ce qu'on prend plus ou moins de saturation par rapport au pixel évalué, ou est-ce qu'on reste au contraire très très proche du pixel évalué. Par exemple ici en teinte, en saturation, et je peux aussi le faire en luminance. Donc là, en gros, ce que je lui dis, c'est tu vas vraiment très très proche de ce que j'ai évalué et tu changes en fonction. Donc ça, c'est vraiment très pratique et vous pouvez visualiser les plages accessoires. C'est-à-dire que là, on voit quels sont tous les pixels qui sont sélectionnés dans l'image et qui vont bouger. Donc là, par exemple, j'ai visé du décor, mais attention, c'est tous les pixels de la couleur concernée. En l'occurrence, du orange, il y en a sur les visages aussi. Donc si je vais balancer du jaune, il y a des points sur le visage qui vont être jaunes. Donc il faut faire attention. Mais en gros, ça permet de faire du TSL d'une façon qui est quand même beaucoup plus fine, beaucoup plus intuitive pour l'utilisateur, pour l'humain, quoi. Et si je puis me permettre une remarque, il y a un truc qu'on a dans Camera Raw, mais qu'on a dans Capture One et qui n'existe toujours pas dans Lightroom, et je pense qu'ils vont finir par le mettre, c'est d'avoir en fait sur le point qui est ciblé un système d'uniformisation, c'est-à-dire 3 glissières supplémentaires pour dire uniformise les teintes autour de ce qui ressemble au point ciblé, ce qui permet par exemple de faire un lissage de teintes sur les visages. C'est hyper pratique, c'est très chiant à faire dans Photoshop, c'est impossible à faire dans Lightroom. Donc là, c'est pas ça, hein, c'est pas un système d'uniformisation, c'est juste un système de sélection et de changement. Donc on peut changer teinte, saturation, luminosité, mais on peut pas encore uniformiser en fonction d'un point ciblé. Alors qu'avec un outil comme ça, une interface comme ça, on est vraiment pas loin en fait, hein, on pourrait carrément l'avoir. Donc c'est un truc un tout petit peu frustrant quand j'ai vu ça, je me suis dit ça y est, ils vont enfin le faire. Et on va pouvoir avoir, même avec la gamme de luminance ici, malheureusement c'est pas un système d'uniformisation, c'est juste ici ce qui permet de sélectionner et de savoir sur quoi on agit. Vous voyez que là on va prendre plus de valeur, et donc on va agir sur plus de valeur quand on agrandit les plages, mais on va pas uniformiser à l'intérieur de ces plages. Je suis sûr que ça viendra, mais en attendant c'est déjà bien. Pour ceux qui font du TSL sur leurs photos, donc là évidemment j'ai fait n'importe quoi, on va enlever la visualisation des plages, mais on a quand même changé l'ambiance de notre image. Donc donc j'espère que ça va vous plaire, parce que franchement moi je trouve que c'est déjà bien de l'avoir, et si on pouvait avoir l'uniformisation ce serait vraiment cool. L'autre truc qui est une petite nouveauté, c'est que dans l'historique maintenant, quand on survole, j'étais persuadé, ou alors je me trompe, hein, vous me direz si je me suis planté, mais dans l'historique, donc vous avez évidemment tout ce qui a été fait sur l'image depuis l'importation. Et en fait, maintenant, il suffit de survoler pour voir ce que ça fait à l'image. J'étais persuadé que c'était déjà là, tellement ça me paraît aberrant. Mais apparemment, il fallait cliquer, c'est-à-dire il fallait aller valider. Maintenant, on le survole directement. Et donc, la troisième grosse nouveauté, ça compte pas vraiment, hein, c'est pas une grosse nouveauté, mais le troisième gros truc, c'est le HDR. Donc on va aller dans édition en préférence. Et vous avez dans édition, alors à chaque fois, hop, voilà, paramètres prédéfinis. Vous pouvez activer la modification HDR par défaut. Donc là, moi, j'ai pas d'écran HDR. Donc encore une fois, ça risque d'être compliqué. Je vais cliquer sur OK. Quand on va aller tout en haut, on va trouver maintenant ici HDR. Donc je peux modifier ici avec le HDR. Encore une fois, je vais pas le voir, donc je peux toujours faire des trucs là, mais je vais pas voir le résultat puisque mon écran n'est pas supporté. Vous allez avoir aussi dans l'exportation maintenant, si vous allez dans exporter, vous allez trouver ici la sortie HDR avec les 3 profils qui sont supportés pour le moment, à savoir le HDR 2020, le P3 et le SRVB en Rec 709. Il faut savoir que le HDR n'est pas supporté pour autre chose que le développement en mode loop. Ça veut dire qu'en gros, si vous êtes dans un autre module de Lightroom ou si vous êtes voilà, là dans la grille, vous visualiserez pas vos images en HDR. Donc enfin, dernier truc important, je vais juste vous montrer dans Camera Raw quand même. On va pas refaire les mêmes choses, mais juste je vous montre à quoi ça ressemble. Dans Camera Raw qui est numéroté en version 16 maintenant, on va trouver donc le flou de l'objectif. Alors là, j'ai pris une image qui est hyper floue, donc ça sert à rien de faire là-dessus, mais c'était juste pour vous l'ouvrir avec une image. Donc on a exactement la même interface, hein, bien entendu. Donc le flou de l'objectif en accès anticipé. Et dans le mélangeur de couleurs, on va trouver la couleur du point. Donc voilà, pareil, petit coup de pipette. Et ici, je vais pouvoir, vous voyez, faire varier ma teinte en visualisant en fait un peu plus précisément ce que je fais, une sorte de mode target un peu amélioré.
avec la possibilité donc d'agir sur les gammes, donc vraiment de choisir sur quelle plage de couleurs on agit pour en changer, la teinte, la saturation ou la luminance, on l'a déjà vu. Et donc on a le bouton HDR là-haut, donc on va là aussi forcément avoir besoin d'un écran en HDR. Vous allez pouvoir l'activer juste en un clic, et encore une fois à la sortie, pareil, vous allez avoir de nouveaux formats qui supportent le HDR et les 3 profils qui sont supportés pour l'instant pour le HDR. J'imagine que suivant comment la norme évolue, il y aura des profils qui seront ajoutés. Évidemment, pour en profiter, c'est évident que autant avoir un HDR bien compatible et pas un écran compatible HDR, hein, faites gaffe sur PC notamment. Donc en gros chez Apple c'est juste un écran, hein, c'est le Pro Display XDR, donc le XDR qui est supporté, donc c'est plutôt donc, pour tous les autres écrans de l'industrie. Donc toutes les marques d'écran, il y a beaucoup de publicité un peu sauvage sur le HDR, en particulier sur les différentes normes. Et donc tout ce qui est HDR 400, compatible HDR, avec du tone mapping, enfin des trucs qui essayent de faire du HDR avec des dalles qui n'ont pas la luminosité pour faire du HDR, vous n'aurez pas de bonnes conditions pour visualiser et éditer vos photos en HDR. Mais j'imagine que si vous faites de la photo HDR, si vous êtes intéressé par cette fonction, vous savez déjà tout ça. Mais si vous comptez vous y mettre, c'est pas le rôle de cette vidéo de vous expliquer, mais faites attention, il y a beaucoup de marketing là-dedans, pour des écrans qui ne sont pas réellement capables de faire de l'édition et même de la visualisation en HDR. Donc voilà pour les nouveautés. Il y a des petits trucs après qui ont été ajoutés, comme par exemple c'est plus facile de chercher dans les presets, dans Lightroom. Bon ça c'est du détail, des nouveaux appareils qui sont supportés, des améliorations de performance ici et là. Mais essentiellement, il y a 3 grosses nouveautés. Donc le flou de l'objectif en accès anticipé, le couleur du point dans le panneau mélangeur de couleurs, et donc l'édition et l'exportation de photos en HDR. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que ça vous a plu de faire ce petit tour des nouveautés avec moi. N'hésitez pas à me poser des questions dans le salon d'entraide sur tuto.com ou dans les commentaires sur YouTube. Cette vidéo va partir sur les 2 plateformes. Si vous voulez évidemment vous former à Lightroom et à Caméra Rouge, j'ai une formation complète que vous aurez dans la description sur YouTube ou dans la fiche de la description du tuto sur tuto.com, donc vous la trouverez facilement. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur les nouveautés des logiciels Adobe. Merci de m'avoir suivi et pour votre fidélité. À très vite. Bye bye.